Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au 3W vous qui nous suivez encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission et à Nana FM et bienvenue au quatrième numéro du débat de cette semaine. La cybersécurité est un sous-ensemble de la sécurité informatique. Elle vise à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques, c'est-à-dire des menaces provenant d'Internet ou survenant via Internet. Nous abordons ce matin et nous parlons aussi de comment arriver à protéger nos données personnelles. Et pour y faire, nous recevons sur notre plateau M. Hakim Tchala. Il est analyste de cybersécurité à Cyberdéfense Africa. M. Tchala, bonjour. Bonjour, M. Norbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat ou poser vos questions à travers nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouhadi. Stade Telco assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et merci pour votre disponibilité. Alors, on va commencer par le début. Présentez-nous un peu Cyberdéfense Africa. Alors, Cyberdéfense Africa, c'est en quelque sorte le plan opérationnel de l'Agence nationale de cybersécurité. Donc, Cyberdéfense Africa est la partie ou l'entité qui s'occupe des aspects techniques de la cybersécurité au Togo. Alors, quand on parle de cyberanalyste ou analyste de cybersécurité, à qui fait-on allusion? Est-ce que tout le monde peut devenir analyste de cybersécurité ou quel est le processus pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors, quand on parle de cyberanalyste, d'abord il faut retenir qu'en matière de cybersécurité, il y a plusieurs profils. D'accord. Maintenant, quand on parle de cyberanalyste, en fait, on appelle cyberanalyste ceux qui gèrent la supervision du cyberespace en temps réel. Donc, par exemple, Nana FM peut vouloir avoir ce que nous appelons un SOC. Un SOC, c'est ce qu'on appelle en anglais Security Operating Center, qui en français on peut traduire comme le centre de supervision de sécurité. Vous voyez. Donc, ceux qui travaillent dans le SOC, ce sont ce qu'on appelle les cyberanalystes. Donc leur travail, c'est d'assurer la veille sur les équipements qui sont connectés dans l'entreprise, savoir quels sont les incidents qui impactent les outils informatiques, savoir comment procéder pour résoudre ces incidents, etc. Et alerter avant que l'attaque n'ait lieu sur les équipements qu'ils surveillent. Donc voilà à peu près ce qu'on appelle un cyberanalyste. Alors aujourd'hui, bon, on a l'habitude de le dire, on le dit un peu partout, mais il est souvent dit que la répétition c'est là de la pédagogie. Que comprendre des thèmes cybercriminalité et cyberattaque? Alors, cybercriminalité, tout ce qu'on peut retenir, on peut dire par exemple que la cybercriminalité, c'est tout acte illicite qui impacte un outil informatique. Que ce soit votre ordinateur, votre téléphone, votre serveur, votre montre qui est connectée au réseau, tout acte illicite qui impacte cet outil-là constitue un acte de cybercriminalité. Alors, c'est quoi la cybersécurité? La cybersécurité, c'est le fait de protéger ce cyberespace-là, notamment quelles sont les procédures, les outils, les ressources humaines qui sont mises en place pour protéger l'infrastructure informatique, notamment nos téléphones, nos ordinateurs, nos serveurs, etc. etc. Donc c'est tout cela qui constitue la cybersécurité. Et l'autre terme, c'est le cyberattaque. On parle de cyberattaque quand il y a exploitation d'une vulnérabilité dans un système informatique par un attaquant. Alors, dès qu'il y a exploitation d'une vulnérabilité, on parle de cyberattaque. Alors depuis quelques moments déjà, l'ANSSI forme et sensibilise sur cette thématique. C'est pour quelle finalité? Alors l'objectif c'est d'abord c'est protéger le cyberespace togolais, protéger le cyberespace togolais contre les attaques qui peuvent venir du Togo ou d'ailleurs. Donc l'objectif c'est, dans un premier temps, l'ANSSI a commencé par sensibiliser les ministères du Togo et les administrations togolaises. Donc l'objectif c'est d'amener tous les employés de l'État à s'acquérir les bonnes pratiques en matière de la sécurité informatique
comment est-ce qu'ils doivent utiliser leurs ordinateurs qui sont affectés pour leur service, et comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour ne pas infecter le réseau du gouvernement, etc., etc. Donc voilà à peu près. Et dans un second temps, c'est d'amener toute la population à connaître les b.a.-ba de la cybersécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. On peut dire, voilà, moi j'ai pas d'ordinateur, mais vous avez un téléphone Android. Et tant que vous avez un téléphone Android, c'est que toute votre vie est exposée. Alors, nous allons venir plus en détail. Et il y a aussi les banques qui sont sensibilisées. Faut-il dire qu'aujourd'hui, les systèmes de sécurité des banques sont défaillants? Défaillants, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On peut non plus aussi dire que les banques sont sécurisées à 100%, parce qu'en matière de cybersécurité, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc on fait tout ce qu'on peut mettre en place pour protéger au maximum le système d'information. Donc l'ANSSI sensibilise, que ce soit les banques, que ce soit les administrations publiques, que ce soit la population en général, et d'où même l'objectif de ce passage à la radio ce matin. Alors, il arrive où vous recevez des messages, on vous demande de cliquer dessus sur vos téléphones surtout, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est surveillé un peu partout. Alors, surveillé, je ne dirais pas cela, mais ce qu'on peut dire, c'est que tant que vous avez accès à Internet, que ce soit par ordinateur, que ce soit par téléphone, ou que ce soit même pas un objet connecté. Aujourd'hui, vous savez que les gens ont leur montre qu'ils peuvent connecter à Internet. Les gens connectent leur réfrigérateur à la maison à Internet, etc., etc. Donc, tant qu'on a cet accès à Internet, on peut être attaqué. C'est ce qu'on peut retenir. Tant que vous êtes connecté à Internet, vous pouvez être à tout moment être attaqué. Alors, on sait que quand on vous envoie ces liens, des fois vous cliquez sur ces liens, on vous demande votre nom, votre prénom et puis un certain nombre d'informations. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons ces genres de liens? Alors, la première des choses, d'abord, ces genres d'attaques, ce qu'on appelle généralement les attaques de phishing en anglais. Et en français, on l'appelle généralement l'attaque d'hameçonnage. L'attaque d'hameçonnage qui consiste à quoi? D'abord, dans un premier temps, si je veux attaquer par exemple Nana FM, d'accord, bon, je ne connais personne à Nana FM. Je fais peut-être des investigations, je vais juste sur Internet, hein, je vais sur Facebook ou bien je vais aller sur LinkedIn ou même sur Twitter et je tape juste Nana FM Togo. Sûrement, il va sortir. Peut-être que c'est le nom de Norbert qui va sortir. Parce que tout simplement, il a mentionné qu'il est tel à Nana FM. Alors, une fois que j'ai son nom, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant chercher à voir quelle est son adresse email ou bien quel est son numéro. Puisque sur certaines plateformes, les gens se permettent de mettre leur numéro. Alors, une fois que j'ai son mail, par exemple, je dis voilà, ok, j'ai son adresse mail. Et maintenant, bon, comment est-ce que je dois m'adresser à Norbert pour qu'il m'écoute? Je cherche son centre d'intérêt. Est-ce que M. Norbert s'intéresse au football ou il s'intéresse plus aux actualités de cybersécurité, etc., etc. Et donc, une fois que je connais votre centre d'intérêt, alors je prends mon ordinateur et je dis voilà, M. Norbert, voilà les nouvelles attaques de cybersécurité qui ont eu lieu au Togo. Vous pouvez être intéressé pour animer une émission. Et donc, quand j'envoie ce type de mail à M. Norbert, il ne va pas hésiter, il va cliquer. Et dès qu'il clique, maintenant, j'ai accès à son ordinateur ou bien j'ai accès à son téléphone. Voilà à peu près ce qu'on appelle l'attaque d'hameçonnage ou de phishing. Il s'agit dans un premier temps de faire des connaissances sur la victime, connaître ses centres d'intérêt et même son profil psychologique. Et à partir de là maintenant, on sait quoi lui dire pour qu'il puisse nous écouter. Voilà, c'est pourquoi on dit, voilà, quand vous recevez des mails, des contacts inconnus ou vous recevez un message d'une personne inconnue sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ne jamais cliquer sur les liens qui y sont. Jamais. Si vous avez la garantie que voilà, la personne là, je le connais, ou bien le mail là, s'il n'y a pas d'attaque là derrière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste copier le lien de votre ordinateur et le mettre dans le navigateur pour voir comment est-ce que ça réagit. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Et donc, la première des choses, c'est d'être vigilant. La capacité, la force d'attaque des attaquants, c'est leur capacité à manipuler l'utilisateur. Donc, si j'arrive à déterminer votre centre d'intérêt, je peux facilement vous manipuler. Et quand on parle de centre d'intérêt, c'est pas seulement
sur votre carrière, hein, l'homme, naturellement, il y a certaines personnes qui peuvent aimer, par exemple, les femmes. Alors, donc, j'étais que, ok, d'accord, je vais sur le Facebook de Norbert, je vois que la plupart de ses amis, ce sont des femmes. Alors, voilà, je sais que, bon, si je m'approche de lui, en tant que femme, il va m'écouter. Donc, j'écris rapidement un profil Facebook, je mets l'image d'une jolie dame là, et puis je l'écris. Et comme Norbert aime les femmes, il va me répondre. Et qu'est-ce qui se passe? Je le mets en confiance. Je peux le mettre en confiance depuis 3 mois, 6 mois, sans soupçonner quelque chose, sans qu'il soupçonne quelque chose. Et donc, après les 6 mois maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je lui balance juste un lien. Et comme j'ai déjà établi la confiance, voilà, il se met à cliquer et puis bon, voilà. Alors, vous avez parlé aussi de ceux qui se permettent de mettre leur numéro sur les plateformes. Alors, est-ce un danger? En fait, sur toutes les plateformes, on ne devait pas en principe mettre nos numéros. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn. Vous pouvez mettre le numéro pour l'enregistrement, mais vous devez aller dans les paramètres pour désactiver la visibilité de ce numéro aux étrangers. C'est-à-dire que si je veux connecter à votre plateforme aujourd'hui, je ne dois pas pouvoir voir votre mail, ou bien je ne dois pas pouvoir voir votre numéro de téléphone. C'est ce que nous devons faire en fait. Pour le faire, c'est très facile. Hein. Sur la plateforme que vous voulez, vous allez juste dans les paramètres et vous voyez niveau confidentialité et ça vous permet de désactiver cette visibilité aux internautes. Alors, maintenant, venons à comment protéger nos données personnelles. Alors, comment protéger nos données personnelles? Et puis, je tiens à préciser aux auditeurs que vous n'êtes pas seul avec moi dans le studio. Je suis également avec l'ingénieur Elon Clévoy. Il est analyste également de cybersécurité à Cyberdéfense Africa. Monsieur Clévoy, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Voilà. Bon, monsieur Tchala a beaucoup parlé. Aujourd'hui, quand on parle de la protection des données personnelles, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, voilà, merci. Comme il a déjà dit l'essentiel, donc si je peux ajouter quelque chose, d'abord, il faut qu'on ait à l'idée de protéger nos données, de les sauvegarder, de savoir, comme il a dit, là où est-ce qu'on met nos informations personnelles, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a des plateformes qu'on aime utiliser, mais on nous demande des fois de donner ces montants. Il faut qu'on arrive quand même à vérifier, à essayer de mettre en pratique tout ce qui est possible en termes de sécurité, de protection, comme il a dit, aller dans les paramètres pour désactiver donc ces visibilités de nos numéros, comme il a dit. Et il faut toujours faire attention pour les mails que nous recevons, d'accord, les mails de phishing. Ce n'est qu'à partir de ça, des fois, ils détournent votre attention, puisque vous avez déjà communiqué votre adresse email. Après, ils vont vous envoyer des liens de phishing et vous demander de renseigner d'autres informations. D'accord, vous les communiquez ces informations aussi et à partir de ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, nous n'allons pas faire de pause. Alors, ce qui est courant aujourd'hui, c'est que vous êtes là, quelqu'un vous appelle ou quelqu'un vous envoie un message que je suis chez Emmanuel Adebayor, je veux vous aider, vous avez qu'à me donner 12 550 ou un truc comme ça par Timoni et puis je vous envoie 500 000. Alors, est-ce que ces données, est-ce qu'il y a moyen de prévenir que ces genres de choses ne nous arrivent? Alors, prévenir, oui, pour prévenir, il faut être vigilant, c'est tout. Il faut être vigilant. Et si vous n'avez pas fait un business avec quelqu'un et que quelqu'un Adebayor vous appelle, Adebayor ne peut pas se lever un beau matin et se mettre à appeler les gens pour distribuer 12 000 ou bien 20 000, 20 000. Donc, vous devez être vigilant et arrêter d'être naïf. D'accord? Et maintenant, bon, des fois, on peut se demander où est-ce que les gens là trouvent nos numéros pour nous appeler. Vous savez, aujourd'hui, la technologie a évolué et tout est devenu facile. On peut trouver votre numéro partout. Peut-être sur les plateformes dont on venait de mentionner, ou même directement, je suis cyberattaquant par exemple, qu'est-ce que je fais? Je prends mon numéro, je prends mon téléphone aujourd'hui, et puis je compose un numéro. Pour composer un numéro togolais, c'est très facile, hein, c'est pas compliqué. Tu prends ton téléphone, tu composes 90 et puis tu ajustes 6 chiffres. Si ça tombe sur quelqu'un, il décroche, tu commences par bavarder avec lui. Et donc s'il est naïf, tu lui dis voilà, tu es Emmanuel,
ou bien je suis Norbert de Nana FM, nous animons une émission et nous souhaiterons que vous passiez. Mais pour passer, il faut d'abord envoyer 10 000 pour partir money. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut manipuler la vigilance de la personne. Donc nous devons être vigilants et ne pas répondre, ne pas donner une information confidentielle à une partie, à une personne que nous ne connaissons pas. Très important. Pour enchérir un peu sur ce qu'il a déjà dit, vous savez qu'aujourd'hui c'est plus facile de créer. On a plusieurs groupes aujourd'hui, WhatsApp, que ce soit Telegram et tout, où on communique nos numéros. Ces attaquants aussi font partie de ces groupes-là. Ils récupèrent simplement ces numéros et là, imaginez un peu, c'est un peu difficile de nous dire qu'on va essayer d'éviter de communiquer nos numéros sur ces groupes-là. Et donc ce qu'il faut faire, il faut toujours vérifier. Il faut toujours avoir l'idée là, cette culture de sécurité, le truc là en tête des hommes. C'est très important parce que si, bon, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Maintenant, est-ce que vous attendez de tels montants, vous attendez de tels messages? Si oui, tant mieux. Sinon, bon, peut-être qu'on est toujours attiré. On ne sait jamais. Mais prenez le soin d'appeler par un autre canal, bien évidemment. Vous ne pouvez pas aussi passer par ce même canal et demander à la personne si c'est vraiment lui. Donc, essayons dans la mesure du possible de pouvoir vérifier l'information avant d'aller plus loin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité de participer à ce débat. Monsieur Prévost, je reste toujours avec vous. Est-ce que l'utilisation des Wi-Fi publics, c'est dangereux pour nous? Oui. Les réseaux Wi-Fi sont des vecteurs qui favorisent les cyberattaques. Aujourd'hui, ces attaquants savent très bien que les utilisateurs aiment ou bien utilisent les Wi-Fi là par leur commodité. Vous voyez, donc on est plus... Avant d'y aller, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Masdali Dogome, bonjour. Bonjour à vos deux invités. Bonjour. Bonjour. Je voudrais leur demander, c'est comme un jeu, hein? Oui. Quelle est la différence entre un hacker et un agent de cybersécurité? Parce que les deux font le même boulot. Quelle est la différence? Et de deux, vous avez donné l'exemple de Chia Debayor. Donc, des gens qui tombent dans ces travers, il faut être animé de cupidité, il faut être cupide. C'est-à-dire rechercher l'argent à tout va sans réfléchir. Bon, pour terminer, vous allez voir qu'il y a très peu d'appels parce que le sujet du jour est très coriace. Et l'idée que moi je voudrais donner à vos invités, Oui. c'est s'ils peuvent faire des flyers. Ça peut être commercialisé, vendu, hein, pour nous donner ces informations. Parce que reçu quelqu'un à la radio, d'ici la soirée, moi j'ai pratiquement tout oublié des conseils qu'ils ont donnés. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler sur ces deux numéros. Allô, Monsieur Prévost, oui, vous étiez en train de nous parler des dangers liés au Wi-Fi public. Voilà, alors, donc je disais que ces réseaux Wi-Fi de façon générale constituent donc peut-être des vecteurs favorisant donc les cyberattaques parce que d'abord c'est utilisé par beaucoup de personnes et on les utilise par la commodité que ça nous offre, vous voyez. Donc de façon générale, maintenant de façon encore particulière, les Wi-Fi publics. Vous savez, nous, on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de celui qui a mis. Nous, on veut seulement utiliser quelque chose qui est gratuit. Or, derrière, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, celui qui a mis ce Wi-Fi gratuitement à votre disposition peut avoir des arrière-pensées et peut mettre des outils pour, on dit souvent, sniffer, pour écouter, attendre pour voir qu'est-ce qu'il va envoyer. Et c'est lorsque vous allez entrer en communication, vous allez déclencher une communication avec un autre hôte ou une machine à distance où on va commencer par récupérer les informations. Imaginez-vous que je suis devant un Wi-Fi public, que je voulais consulter le solde sur mon compte bancaire à partir de l'application web en ligne. Imaginez tout ce qui peut passer.
et même il y a des informations qu'on peut communiquer à quelqu'un d'autre, pensant qu'il est telle la personne, elle est la seule personne à qui j'ai communiqué cette information. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on en arrive là? Donc vous avez eu à utiliser un réseau Wi-Fi public donc, pour faire passer ces informations et quelqu'un qui a tout simplement récupéré. Aujourd'hui, c'est chose facile à faire. Donc nous devons au mieux éviter. Bon, on ne dit pas forcément que on ne va pas les utiliser. Donc il faut qu'on puisse les éviter au mieux. Et dans la mesure du possible, lorsqu'on se sent obligé de les utiliser, il y a des outils aujourd'hui qu'on appelle des VPN pour crypter, voilà, donc ces communications. Vous voyez un peu. Alors, Monsieur Tala, lors des séminaires, lors des ateliers de formation, on donne le code du Wi-Fi à tout le monde. Donc, désormais, quand on nous donne les codes, de ne pas les utiliser. Non, mon collègue ne dit pas ça. En fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Non, lui, il parle de Wi-Fi gratuit. Ça, je comprends. Mais lors des séminaires dans les hôtels, on donne comme ça les codes de Wi-Fi. Exactement. Ça, c'est dans la même logique. Quand on parle de Wi-Fi, que ce soit à l'hôtel, même si, par exemple, au niveau de l'ANFM, ici, vous avez un Wi-Fi qui est ouvert, c'est ce qu'on appelle encore un Wi-Fi public. C'est juste aux agents. Oui, mais vous avez, est-ce que vous partagez le code ou pas? Est-ce que vous savez si votre collègue a remis ça à son ami et l'autre ami aussi a remis à l'autre ami et finalement tout le quartier est au courant du mot de passe de ce Wi-Fi. Vous voyez, donc ça devient un Wi-Fi public. Donc quand on ne dit pas que de ne pas se connecter sur un Wi-Fi public, mais quand on se connecte sur un Wi-Fi public, il faut être prudent. Il faut par exemple utiliser, comme si vous avez la possibilité, utiliser le VPN qui permettent en fait de créer un tunnel pour que même si d'autres personnes sont sur le même Wi-Fi que vous, ils ne peuvent pas avoir accès à vos informations. Et aussi surtout, il faut éviter de faire des transactions sensibles quand on est sur un Wi-Fi public. On ne peut jamais se connecter à notre compte bancaire sur un Wi-Fi public. On ne peut pas envoyer un document confidentiel quand on est sur un Wi-Fi public. Et maintenant, par rapport à ceux qui mettent en place les Wi-Fi publics, on peut leur demander d'essayer de sécuriser ces Wi-Fi, de créer des mots de passe individuels pour que quand quelqu'un se connecte, on sait qui s'est connecté et qu'est-ce qu'il a fait. Et maintenant, il y a aussi des fonctionnalités qu'on demande aux techniciens qui installent ces Wi-Fi publics d'activer, par exemple, l'isolation du Wi-Fi qui permet à ce que même si on est dans le même Wi-Fi, on est connecté sur le même réseau Wi-Fi, on ne puisse pas se connecter entre nous. Donc tu ne peux pas avoir accès à ma machine, je ne peux pas aussi avoir accès à ta machine. Donc ça permet de protéger en quelque sorte nos Wi-Fi et nos utilisateurs. Et aussi ce qu'on peut ajouter par rapport aux personnes qui ont des Wi-Fi à la maison. Généralement ce qu'on remarque c'est que la première fois qu'on a installé le Wi-Fi et qu'on a écrit ce mot de passe là sur la boîte là, c'est le même mot de passe que le gars utilise jusqu'à présent. C'est très dangereux. Nous devons avoir l'habitude de changer régulièrement ces mots de passe-là, au moins chaque 6 mois, ça, ou bien chaque 3 mois, ou bien, bon, si on est paresseux, on peut te dire, chaque fin d'année, au moins, il faut changer le mot de passe. Et surtout, s'assurer qu'on a mis en place un mot de passe sécurisé. Et pour créer un mot de passe sécurisé, on viendra là-dessus bien. Alors, Masda Dido Gomi qui demande quelle est la différence entre un hacker et puis un agent de cybersécurité. Alors, un hacker, comme le nom le dit, c'est un cyberattaquant en fait. Donc, celui qui attaque les systèmes d'information peut être appelé un hacker. Mais il y a une petite nuance qu'il faut faire par rapport à ce thème hacker. En fait, à l'origine, quand on parle de hacker, ce n'est pas quelque chose de malveillant. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de la chose. Donc, on dit un hacker informatique, c'est quelqu'un qui connaît l'outil informatique. Maintenant, il s'appelle qu'au cours du temps, les gens qui ont cette maîtrise de l'outil informatique ont commencé par utiliser cette technique, bien leurs compétences de façon malveillante. Donc, ce qui a amené à dire que, voilà, quand on parle de hacker, on fait directement allusion aux cyberattaquants. Alors, avant de continuer, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour, Nana FM. Oui, bonjour. C'est Waris, je vous appelle d'Azam. Le nom, s'il vous plaît? Waris. Oui, monsieur Waris, vous avez la parole. Oui, je salue les invités. Bonjour. 2 questions. La première question, Oui. malgré l'identification que nous avons eu à faire,
cyberattaque. Souvent, on entend que la Russie a attaqué l'Ukraine par cyberattaque. Bon, ce côté, quel est l'avantage pour celui qui attaque? Ok. Merci, Monsieur Waris, depuis Azaon, 91 09 71 71. Ok, il y a Mas aussi qui demande pourquoi ne pas distribuer des flowers comme ça. Chaque fois qu'ils lisent, ils comprennent et puis ils gardent comme ça. Comment créer un mot de passe sécurisé, par exemple, quand il prend son téléphone, voilà. Quand vous parlez de VPN, comment il faut le faire. Est-ce que vous avez ce genre de flowers qu'il faut distribuer à la population? Oui, bien évidemment. C'est pourquoi l'ANSI et son bras opérationnel Cyberdéfense Africa ont mis en place des astuces qu'ils partagent régulièrement sur le site du CERT national. Donc le CERT national, en fait, c'est quoi? C'est comme le sapeur-pompier du cyberespace togolais. Donc si vous êtes en circulation, vous faites un accident, vous appelez un sapeur-pompier. Aujourd'hui, si vous êtes sur Internet et que vous faites face à un cas de cyberattaque, vous appelez directement le CERT. Et donc, le CERT pour accéder, c'est cert.tg. Et une fois que vous êtes sur le site du CERT, vous avez les numéros que vous pouvez appeler à tout moment pour signaler des incidents. Et aussi, il faut rappeler que le CERT, c'est un service public qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout le monde peut déclarer un incident, c'est gratuit. Il suffit seulement de déclarer et à chaque moment, les analystes sont là pour vous assister ou bien vous donner des conseils, etc. Maintenant, mis à part cela, l'ANSI a également des programmes de sensibilisation qu'il est en train de mettre en place, qui permettra de venir sur les radios, faire des spots publicitaires dans les langues, même dans les langues locales, pour faire bénéficier de ce message à toute la population. Et donc, très bientôt, ces flashs seront disponibles à toute la population, notamment à travers les radios, etc. Mais déjà, tout le monde peut aller sur le site du CERT national pour avoir accès à ces informations. Et nous publions régulièrement toutes les actualités sur la cybersécurité sur ce site. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste dire un peu au-delà de tout ce qu'il a dit, je pense que l'ANSI, avec CDA et Canal Boss, organise aujourd'hui des petits challenges sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout ça, avec des images plus ou moins simples qu'on peut garder facilement. Mais comme il a dit, je pense qu'ils sont en train de continuer, ça fait partie de leur prérogative. Donc dans les jours à venir encore, il y aura plus que ça, certainement. Merci. Nana FM, allô? Allô? Hello, good morning. Good morning. Oui. Good morning. Allô? Please, I am looking for the number of the Mr. Je pense que la personne s'est trompée vraiment d'adresse. Alors, Monsieur Waris qui demande aujourd'hui, malgré l'identification, on remarque qu'il y a des arnaques un peu partout. Est-ce qu'il est encore important on nous demande de nous identifier? Oui. Bon, ce que je veux dire, c'est vrai, ça c'est une partie. Maintenant, l'autre côté, c'est une question de culture, de sécurité, de réflexe qu'on devrait dorénavant avoir. D'accord? Parce que, certes, les numéros sont identifiés et tout, mais l'attaquant, lui, il va essayer par tous les moyens de tromper la vigilance. Il va jouer sur ce côté social de l'homme qui est, entre guillemets, un peu fragile. Donc, nous devons faire beaucoup plus attention, être vigilants. Vigilance, bien que la vigilance qui peut nous aider. C'est vrai que les fournisseurs, ces fournisseurs, ils mettent en place un certain nombre de choses pour pouvoir éviter cela, mais étant donné qu'ils essaient de tromper la vigilance des gens, c'est un peu difficile. Si on se fait pas cette discipline d'avoir des réflexes de sécurité, tout ce qu'on va me demander, il faut que ça tique. Est-ce que c'est vrai? Dès qu'on pense qu'il y a des doutes, il faut qu'on laisse tomber, regarder mieux, voir si possible, on peut se renseigner beaucoup plus avant d'aller plus loin. Alors, le problème, c'est que même dans les institutions étatiques, où des gens vous appellent, c'est vrai que vous êtes allé déposer un dossier, c'est arrivé à une collègue pas plus que la semaine dernière, où elle est allée déposer un dossier à l'université pour l'obtention de son diplôme. Quelqu'un l'a appelé de là qu'elle doit payer 10 000, alors
elle avait eu la clairvoyance de rappeler la personne avec un autre numéro. Sinon, pour elle, bon, il faut le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ou bien nous avons d'abord notre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Marie. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je vous écoute. J'ai une inquiétude. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? D'abord, Oui, c'est bon, ça peut aller. monsieur, donc je disais que est-ce que la solution à la cybersécurité ne serait pas également une langage informatique dans le langue locale? Je vais leur poser cette question. Est-ce que par exemple, on peut pas trouver également une traduction des logiciels quoi, dans notre langue? Comme ça, les gens aussi sont vraiment des difficultés. Voilà ma question. D'accord, merci beaucoup à Michel. Nana FM, allô? On prend le tout dernier. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, c'est ici. Oui, madame ici, comment allez-vous? Oui, ça va. Allez-y, on vous Voilà, écoute. le téléphone au Togo, le FAP, avec le défi qu'on nous installe. Fait-il que les satellites sont placés par les grands et même Kadhafi en a placé, que le téléphone coûte si cher au Togo? Combien coûte l'installation d'un Wi-Fi dans le Maghreb et dans les autres pays voisins par rapport au Togo? Voilà. Combien coûte tout ça? Madame ici, allô? 15 000 francs pour abonnement. Allô? C'est trop cher. 2500, ça suffit. Allô? Par mois. Oui. Je ne pense pas que mes invités puissent répondre à ça parce que eux ils sont là juste pour la sécurité. Les ondes, ils peuvent me répondre sur les ondes que ça produit hein, D'accord. Oui, oui, ça c'est sur possible. les ondes. Hmm. L'installation de l'antenne 5G, ça nous fait quoi dans notre compte? D'accord. Et Biden a délocalisé ses antennes de cet aéroport. Et voilà, nous, on reste en pleine ville, dans nos maisons presque. Merci beaucoup On à enlève ces antennes. Ah oui. merci beaucoup à madame ici. Alors, la seconde partie de la question où je vous disais, même dans les institutions étatiques où des gens vous appellent, vous disent que c'est vrai que vous êtes allé déposer un dossier, mais vous vous demandez comment ou la personne a trouvé votre numéro. Exactement. Oui, comme mon collègue l'homme le disait, l'identification c'est très important. D'accord? Et je crois que l'Agence nationale de cybersécurité, en collaboration avec l'ARCEP, sont en train de travailler pour pouvoir mettre en place des régulations pour pouvoir assainir le système d'identification des abonnés. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire que voilà, les gens sont, on a identifié les gens, mais c'est pas tout le monde qui a identifié. Il y a toujours des failles. Vous pouvez juste aller à Flaou ici, vous pouvez procurer une SIM. Et pour en appeler quelqu'un, c'est dans un espace de 30 minutes. Si la personne arrive à vous envoyer l'argent, c'est fini, vous cassez la SIM, vous jetez. Donc voilà, c'est toutes ces failles-là qu'il faut éviter, qu'il faut corriger. Et donc c'est pour cela que l'ANSSI et l'ARCEP sont en train de travailler en collaboration. Et bientôt, il y a de nouvelles mesures qui vont sortir pour pouvoir régler ces problèmes. Alors, aussi, il faut savoir que, bon, d'après parmi ces mesures, vous avez vu récemment, on a demandé à ce que le nombre de SIM que chacun pouvait avoir. Donc, chacun a seulement droit à 3 SIM par opérateur. Donc, ce sont des mesures et d'autres viendront aussi pour corriger cet aspect. Et voilà, et vous avez aussi fait mention du cas des institutions étatiques. Et, par exemple, vous avez fait un dépôt à la CET et voilà, 2 jours après, un gars vous appelle ou une dame vous appelle de faire un transfert sur T-Money pour pouvoir. Et le problème là-bas, c'est que généralement, dans nos structures, on n'a pas encore une bonne gestion des données du client. Imaginez quand vous allez dans une structure, par exemple, on collecte beaucoup d'informations. Et quand on finit de traiter ces informations, qu'est-ce qu'on fait avec? Des fois, ça se retrouve chez la dame qui vend du coin. Ça se retrouve chez la dame qui vend du gâteau. Et les arnaqueurs, ils sont très vigilants. Ils savent où chercher les informations. Il y a une technique qu'on appelle le data diving. Où vous venez à Nana FM ici, vous cherchez dans leur poubelle. Sûrement, ils vont jeter des informations qu'ils ne vont plus utiliser. S'ils n'ont pas pris le soin d'enlever ou bien de détruire les informations confidentielles, allez vous utiliser ces informations pour attaquer. Donc, sinon, c'est ce qui se passe.
dans les institutions. Donc, quand vous allez à l'université, par exemple, c'est pourquoi l'ANSSI également, l'une de ces cellules, est en train de travailler pour pouvoir mettre en place ou bien fournir à ces institutions étatiques-là les bonnes manières en matière de gestion des informations du client. Et donc, une fois qu'on arrive à mettre tout cela en pratique, je crois que ça peut vraiment aider à diminuer ces cas de choses. Et maintenant aussi, par rapport aux utilisateurs, nous devons aussi prendre les bonnes mesures. Si par exemple, je veux photocopier ma carte d'identité, ou bien je veux photocopier mon passeport, je vais dans un centre de photocopie, on me fait une première copie, c'est pas lisible, je dis voilà, on jette là. Il faut avoir l'habitude de récupérer. Parce que si vous ne récupérez pas ça, les arnaqueurs, en fait, les arnaqueurs, il ne faut pas croire que c'est quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Il peut être proche de toi ou quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ils vont dans ces centres de cybercafé aussi et ils prennent ces informations. Et vous savez qu'une fois qu'il a la copie, il peut aller se procurer une SIM à votre nom. Et voilà, nous devons éviter ces genres de situations. Alors, quand Michel demande, on ne peut pas rédiger aujourd'hui tout ce que vous dites là dans nos langues locales. Si, c'est ce que je pense que Hakim l'avait déjà dit, bien l'avait commenté, donc c'est un cours. Donc ça sera fait bientôt des affiches dans diverses langues où on peut les mettre dans toutes les écoles, dans les lieux publics, parce que comme on l'a déjà dit, il faut beaucoup de vigilance. Donc ce n'est que en voyant de temps en temps ces informations qu'on va développer ce réflexe-là et on va laisser ce côté nonchalant là pour voir que il y a quelque chose. Donc ça se fera très très bientôt. Donc je pense qu'ils ont déjà commencé. Moi, je suis allé déjà dans une entreprise la dernière fois. Ils ont affiché les 10 commandements de la cybersécurité qu'on a fait. Ils ont fait ça affiché. Hein. C'était quand tu viens, tu lis, ça te donne en même temps des idées. Tu dis ça t'alerte quoi. Et puis il y a d'autres qui ont fait ça à Milan ou un truc comme ça que j'ai vu. Donc je pense qu'on va aller au-delà de tout ça là parce que c'est très important. Comme il a soulevé, c'est un point important. Alors, Madame ici qui demande aujourd'hui, est-ce que l'installation aujourd'hui des antennes 5G, ça a des conséquences néfastes pour notre santé? Alors, les antennes 5G, bon, moi je ne suis pas, c'est vrai, je suis physicien et je suis cyberanalyste également, mais je n'ai pas étudié le sujet pour voir quel est l'impact des fréquences 5G sur l'être humain. Mais ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que les ondes, qu'on le veuille pas, ils ont des impacts sur nous. Donc, mais on peut pas, j'ai pas des preuves, j'ai pas fait des analyses là pour bien répondre à cette question. Peut-être que nos chercheurs à l'université ils vont se pencher sur le sujet et nous sortir des articles scientifiques sur là-dessus. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes. On parlait de comment avoir un mot de passe sécurisé. Alors, pour un mot de passe sécurisé, c'est très simple. La première des choses, c'est d'avoir au minimum 8 caractères dans vos mots de passe. Au minimum 8 caractères. Si vous ne voulez pas faire 2 fois 8 caractères. Et dans ces 8 caractères, vous devez avoir des chiffres, des lettres, des caractères, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, c'est quoi? C'est arrobase, dièse, virgule, point, etc., etc. Donc, quand on arrive à créer cela, ça permet de définir une première partie d'un mot de passe sécurisé. Maintenant, la deuxième partie, c'est de s'assurer que dans le mot de passe, on n'a pas un élément qui est lié à nous, à soi, par exemple. Bon, je peux pas m'appeler Norbert, par exemple, et avoir comme mot de passe Norbert, arrobase 1, 2, 3. Je ne peux jamais avoir Norbert dans mon mot de passe. Je ne peux jamais mettre le nom de mon enfant dans mon mot de passe. Le nom de ma femme, le nom de mon mari, le nom de mon papa, etc. Leur date d'anniversaire, leur date de naissance, etc. Non. On doit éviter tout cela. Parce que quand en fait, ces informations sont publiques. On peut les trouver partout et on peut les utiliser. Et maintenant, une fois qu'on finit de définir ce mot de passe sécurisé, il faut activer ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. L'authentification à double facteur permet de faire quoi? D'ajouter une seconde couche de protection à votre système d'information. Ce qui fait que même si, malgré votre mot de passe sécurisé, l'attaquant a pu déchiffrer ou bien découvrir ce mot de passe, il ne peut pas avoir accès à ce compte parce qu'il n'a pas le second facteur d'authentification. Et aujourd'hui,
sur la plupart de toutes nos plateformes, il y a la possibilité d'activer l'authentification à double facteur, même sur la plateforme de la CNSS. Nous disons merci à Hakim Tchala, analyste de cybersécurité également, l'ingénieur Elom Clever, analyste de cybersécurité également, à Cyberdéfense Africa, bien sûr. Merci d'être passé dans cette émission, expliquer toutes ces choses à la population pour leur permettre de sécuriser leurs données et puis de sécuriser en même temps leur vie et la vie de leurs proches. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Je suis Norbert Djouadi, Stan Teko a assuré la mise en ordre. Merci également à Maïmoun Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Bonne suite de nos programmes.